Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Bon ça fait chier, encore une défaite perdue en finale face à une équipe anglaise. Encore face à une équipe qui joue aussi bien que le Castres olympique. Ouais, ça fait chier. Vraiment, le Racing avait toutes les armes pour l'emporter, mais c'est comme s'il avait préféré les utiliser contre lui. C'est triste, mais c'est la dure loi du sport. Donc pour ce débrief, le programme s'affiche juste ici, comme d'habitude, et on va commencer par les temps forts. Alors les premières minutes du match démarrent quand même plutôt bien pour le Racing. Ces joueurs grattent des ballons contre la touche adverse, et assènent de grosses percussions. Cependant, un Iribarren à côté de ses pompes va permettre à Exeter de s'inviter dans le camp du Racing, et les Chiefs se marquent par 2 fois entre la 7ème et la 15ème minute. Ouais. Ça la fout mal quand même. À ce moment-là, je me suis dit que c'était quasiment mort pour le Racing, et que les Anglais ne relâcheraient jamais leur emprise. Pourtant, les Cielés Blancs ont de la ressource et arrivent à imposer leur rythme à eux. Ezebo inscrit le premier essai de son équipe, superbement servi par Russell. À ce moment-là, on sent les Franciliens vexés clairement. Et ils mettent vraiment les Angloches à mal de la 20ème à la 30ème minute. Jusqu'à l'essai de Wanimov qui marque avec une superbe feinte de la moustache. Le score est alors de 14-12 et les Français ont quasiment comblé leur retard. Cependant, Exeter ne se laisse pas faire et tente de recreuser cet écart juste avant la pause. Et si le Racing parvient plusieurs fois à contrer leur avancée, un contre sur le jeu au pied de Russell ramène les Violets en position de marquer. Les Anglois font alors ce qu'ils savent faire de mieux, tricher. Oui, mais non, pas cette fois-ci. Non, je parle des pick and go. Alors oui, c'est laid, mais ça marche, et Williams inscrit le 3ème essai de son équipe, qui rentre au vestiaire sur le score de 31-12. On pourrait croire que la seconde mi-temps serait celle du Racing, au vu de l'essai marqué quasiment immédiatement par Zebo. Cependant, 2 minutes plus tard, Russell s'emballe, et sa méga sautée de l'espace de la mort qui tue n'a pas l'effet escompté, puisqu'elle est interceptée non pas par Vakatawa, mais par Noel. Lely n'a plus qu'à transmettre à Slade, qui s'en va inscrire un essai cadeau, merci papa Russell. Et même si Char comble l'écart avec un nouvel essai 5 minutes plus tard, suivi d'une pénalité de Machno, le Racing ne parviendra pas à concrétiser ses nombreuses occasions qui s'offrent à lui en seconde mi-temps. Il est en effet bien contenu par une équipe d'Exeter ultra solide qui sait faire le dos rond et ralentir les libérations sans se faire pénaliser. Les Chiefs achèvent leurs adversaires du jour après une pénalité et une sorte de quiproquo avec le chronomètre. Ils remportent alors leur première Coupe d'Europe sur le score de 31-27. Maintenant qu'on a grosso modo vu la physionomie du match, entrons dorénavant dans les détails. Alors côté Exeter, ça va faire gros de dire ça, mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose à analyser en soi. Ils n'ont eu que 2 ou 3 lancements de jeu intéressants qui ont finalement été bien contenus par le Racing. Et en fait, les Anglais ont juste joué sur leur point fort, à savoir un pack d'avant ultra solidaire qui fait du jeu à une passe, et un opportunisme insolent qui leur permet d'occuper le camp du Racing sans trop faire d'efforts. Alors perso, moi j'ai les boules et je trouve ça vraiment dégueulasse comme manière de jouer. Un champion d'Europe qui propose un jeu aussi pauvre, ça me les brise clairement. Mais on ne va tout de même pas leur reprocher de jouer sur leur point fort et de profiter des cadeaux laissés par le Racing. Parce que clairement, si le pack francilien a vraiment fait l'effort et a plus que rivalisé avec les Anglais, la charnière Iribarren-Russell, si éclatante jusqu'ici, n'a vraiment pas respecté l'effort fourni par ces gros. Et je vais être un peu cash, mais dès le début, Iribarren ne fait que de la merde. Des passes pourries en veux-tu en voilà, 2 pénalités en moins de 10 minutes, un coup de pied direct en ballon mort. Franchement, le demi-mêlée nous avait habitués à beaucoup mieux. Même si c'est plutôt bien repris après la 20ème minute, son entame catastrophique a vraiment porté un coup fatal au Racing. Alors on va sûrement me dire oui, il était blessé, a priori il avait une petite déchirure, je crois aux ischios ou aux adducteurs à la cuisse, mais ça excuse rien. D'une part, c'est la faute du joueur d'avoir absolument voulu rester sur le terrain, même quand Laurent Travers avait dit qu'il allait sortir, il a demandé plusieurs minutes, donc oui, il a beau faire son mea culpa après, c'est quand même de sa faute. Et puis surtout, c'est la faute au staff qu'il a pas insisté pour le faire sortir, et surtout qu'il a aligné quand même. Quant à Russell, nous a fait du pur Russell. Mais pas que dans le bon sens du terme, et c'est tout là le problème. Certes, il a distribué des passes laser au cordeau pour envoyer ses partenaires sur orbite. Certes, il a eu quelques belles inspirations au pied, mais on peut vraiment regretter son trop plein d'audace sur certaines passes trop posées, comme celle qui se fait intercepter, ou des coups de pied des fois qui étaient vraiment pas utiles et comptaient juste des ballons rendus à l'adversaire. Mais je trouve également que sa gestion des temps forts, notamment en fin de match, a été plus que discutable. Déjà parce qu'il ne se met jamais en position de drop à 6 minutes de la fin, et donc il se prive d'une opportunité de reprendre l'avantage dans un match hyper serré, mais aussi parce que dans des situations exploitables en surnombre, il s'obstine à distribuer de longues passes sautées qui annihilent les occasions d'essai, quand la situation requiert juste une simple passe pour profiter du surnombre, comme sur l'action que je vous mets là. Il aurait dû faire preuve de sang-froid, juste passer à Chavancy et jouer le surnombre en fixant donnant. Au lieu de cela, il bombarde son ailier qui n'est pas lancé, la défense glisse sans problème, et Dupichot prend la marée. Et du coup forcément, il perd le ballon, et tout le travail abattu par ses collègues est réduit à néant. Si l'on ajoute à cela que les Franciliens ont préféré prendre la touche plutôt que les points à 5 minutes de la fin, on peut clairement dire que le Racing se tire lui-même une balle dans le pied. Et puis on peut aussi questionner les choix de coaching pris par Laurent Travers, puisque comme je l'ai dit, il tarde à faire sortir Iribarren, et que par contre, curieusement, il sort assez rapidement Chat qui sort avant la 50e minute, et il fait sortir aussi Zebo qui marche sur l'eau depuis le début du match. Et je trouve ça dommage car contrairement à ce qui s'est passé à Toulouse, les avants du Racing, eux, n'ont pas vraiment souffert la comparaison avec le pack anglais, puisque à part en mêlée, les Français ont plutôt dominé en conquête, dans le jeu au sol et en touche.
touche. Et puis même derrière le Racing a clairement dominé avec Vakatawa, Imhoff et Zebo qui ont été plus que tranchants, sans oublier la belle performance en défense de Chavancy. Et puisqu'on en parle, la défense du Racing a plutôt bien tenu le coup dans l'ensemble, au plaquage comme au grattage, même si je trouve que parfois ils ont quand même eu du mal lors des phases de possession d'Exeter à amener directement les porteurs de balles au sol. D'ailleurs, mention spéciale à Hill et à Simmons qui sont quand même de sacrés clients. J'ai vu sur les réseaux que ça critiquait pas mal Owens pour sa gestion du match et qui aurait donc avantagé les Chiefs. Alors personnellement, je trouve qu'il a plutôt fait un bon match, même si on peut lui reprocher vraiment son laxisme dans les rucks. Alors même si ça plongeait des deux côtés, c'était quand même vraiment plus flagrant pour les Anglais. Je vais pas épiloguer, ça va être la même chose que ce que j'ai dit lors du match Toulouse-Exeter. Il y a vraiment des moments où j'ai eu l'impression d'assister à du rugby piscine. Et puis même, il a quand même pas hésité à mettre un carton jaune à Francis à seulement 10 minutes de la fin, pour un geste qui moi personnellement m'est passé inaperçu, et j'avais pas vu cet en avant qui pour moi est pas forcément très clairement involontaire. Mais c'est vrai que j'ai quand même été gêné par deux de ces décisions. La première, c'est sur le plaquage haut de Slade. Une cravate de la sorte, pour moi, c'est jaune minimum. Y a rien qui est maîtrisé, y a aucune circonstance atténuante. Surtout sur une action chaude comme celle-ci. En plus, malgré les différents angles de caméra, Owen s'obstine à dire que ça touche d'abord l'épaule avant de venir toucher la tête, alors que bon, ok, le biceps touche l'épaule, mais par contre, l'avant-bras, il se prend bien dans le pif, Imhoff. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment un écart dans les décisions entre la Coupe d'Europe et le top 14, parce que des fois, des plaquages comme ça pourrait être sifflé rouge en top 14. En vrai, on a vu des rouges sortis des fois pour beaucoup moins dangereux que ça. Donc ouais, une simple pénalité, surtout quand on voit que c'est Slade qui marque l'essai après interception, ça fait un peu chier quand même. Et l'autre moment, c'est lors du grattage d'Hidalgo Klein sur Klaassen. Alors ok, les Racingmen plongent allègrement. Mais quand on voit l'ensemble des rugs de la partie, y a vraiment rien de scandaleux. Mais surtout, le gratteur est clairement sur le côté pour moi. Y a aucun moyen qu'il soit dans l'axe. Et puis ce qui me gêne vraiment, c'est que Owens dit clairement au Chief de lâcher, il répète plusieurs fois hands away. Tony Klaassen, stoppez sur la ligne. Mais il siffle le grattage dans la foulée. C'est incompréhensible. Et par contre, pour l'histoire du chrono, c'est plus pour moi la faute du TMO, de l'arbitrage vidéo, qui ne stoppe pas le chrono au moment où Owens le demande et ne retire pas les 5 secondes nécessaires, et après il le réactive de manière aléatoire alors que Owens a déjà réactivé le sien il y a quelques secondes, faisant que la situation en fait elle est incompréhensible pour les joueurs comme pour l'arbitre, et surtout pour nous. Sur le coup, j'étais vraiment en colère, puis j'ai revu un petit peu la fin de match, et en fait c'est vraiment pas la faute d'Owens, c'est vraiment son arbitre vidéo qui fait de la merde. Et en plus, je trouve ça vraiment fair play d'Owens de demander de retirer 5 secondes parce que les Anglais font exprès de faire un conciliabule pour gagner le plus de temps possible. Mais voilà, comme face à Toulouse, c'est pas l'arbitrage qui est le principal responsable de la défaite. Il y a quelques décisions litigieuses, certes, mais c'est pas ça qui fait le résultat final, et le Racing n'a pas eu besoin de ça pour se perdre. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, il me semble que c'est l'heure des tops et des flops. Alors côté Exeter, pour moi, c'est tout le pack qui est à mettre en top. Les Chiefs se tiennent là un véritable rouleau compresseur. Mais si je devais en distinguer deux joueurs, mon choix irait d'abord à Hill, un géant dans le combat, difficile à mettre au sol, et je prendrais aussi son compère de la 3ème ligne, le numéro 8, Simmons. Puisque le 3ème ligne a été hyper actif, dur au plaquage, un poison dans les rucks, c'est d'ailleurs lui qui a été désigné joueur européen de la saison. Et côté Racing, d'abord j'ai envie de retenir Kamicha, pas vraiment besoin d'argumenter je pense. Un essai, des charges dévastatrices, un lancer en touche précis, bref, un vrai monsieur. Ensuite derrière pour moi il y a mention spéciale à Imhoff, Vakatawa et Zebo pour l'ensemble de leur œuvre. Ils se sont démenés aux 4 coins du terrain pour apporter du danger, et le Racing a vraiment de la chance de les avoir. Et enfin, pour conclure les tops, comment ne pas passer à côté de l'immense performance de François Trinduc, qui a égayé la rencontre de ses cornes de brume. Ça nous a un peu fait oublier le vide du stade. Franchement, le geste technique est parfait. Et du coup pour les flops, côté Exeter, j'ai pas vraiment de flop individuel, à part peut-être Stuart Hogg que j'ai trouvé assez discret, mais en règle générale, en fait, les arrières d'Exeter n'ont vraiment pas brillé, c'est pas vraiment eux qui ont été servis, et c'est pas la principale force d'Exeter. Et c'est vraiment dommage, parce qu'ils ont un talent inouï à l'arrière, avec Slade, Hogg, Nowell, O'Flaherty, ça va vraiment vite, et c'est pour ça que je mettrais un flop à l'animation offensive d'Exeter. Et là, c'est purement personnel, moi je trouve ça pas beau, et même si ça passe contre des équipes comme le Racing qui se tuent elles-mêmes, je trouve ça vraiment dégueulasse. Enfin, c'est vraiment pas le rugby que j'aime voir et je trouve ça très limité. Et côté Racing, je vais pas non plus encore plus tirer sur l'ambulance, mais Iribarren et Russell sont vraiment deux artisans qui font perdre le match. Et du coup, en conclusion, bravo Exeter, vous avez mérité votre victoire, vous avez été constant sur toute la saison. Et aussi un immense bravo au Racing, qui a fait une très très belle saison européenne, qui a sorti les Saracens, qui a vraiment développé un jeu très plaisant à regarder, je trouve. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Leur philosophie de jeu a vraiment beaucoup changé, et c'est une équipe que maintenant j'apprécie vraiment voir jouer. Donc je leur souhaite bon courage, et j'espère qu'ils reviendront en force pour la prochaine saison. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager, c'est très important pour moi. Malgré cette défaite, la saison ne fait que commencer, donc gardons la tête haute et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.